Les courants de pensée économique ont beaucoup évolué dans le monde ces dernières décennies, avec notamment le poids grandissant de la mondialisation et du libéralisme économique. Cependant, le système ne semble plus faire l'unanimité et donne lieu à l'émergence de nouveaux courants de pensée économiques et politiques. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'histoire de la pensée économique dans le monde et plus particulièrement aux courants de pensée contemporains avec les critiques actuelles qui les accompagnent. Nous établirons également un bref état des lieux des évolutions de courants de pensée politiques et leur implication sur l'économie mondiale. Les débats qui traversent l'histoire de la pensée économique se nouent autour de deux questions: les relations marché-production et marché-État. Schématiquement, l'histoire de ces débats est ponctuée par trois révolutions. La révolution classique, 1776-1817, elle représente pour la première fois l'économie comme un système dans lequel s'articulent les échanges marchands et l'organisation de la production. Elle élabore aussi les principes de la doctrine libérale. La révolution marginaliste, 1874-1890, en généralisant la loi de l'offre et de la demande à l'ensemble des activités économiques, elle absorbe l'analyse de la production dans celle du marché et donne un fondement scientifique à la doctrine libérale. La révolution keynésienne, 1936, qui établit quant à elle l'incapacité d'une économie de marché à atteindre le niveau de production globale permis par la main-d'œuvre disponible et justifie ainsi l'abandon d'un laisser-faire général au profit d'une intervention de l'État. Deux conceptions de l'État s'affrontent aujourd'hui. Tout d'abord, la conception libérale qui limite l'intervention de l'État à des fonctions d'ordre public, de sécurité et de gestion de son budget. Ceci implique donc une faible influence de l'État sur l'économie, peu d'investissements publics et des marchés peu réglementés. Des exemples de ce concept libéral seraient la politique économique américaine conduite par Ronald Reagan ou encore la politique économique anglaise sous Margaret Thatcher. À ce concept libéral de l'État s'oppose le concept d'État-providence, dans lequel l'État dispose de larges compétences réglementaires, économiques et sociales, en vue d'assurer une panoplie plus ou moins étendue de fonctions sociales avec des marchés réglementés et de nombreux investissements publics. C'est le cas de la politique économique de la France de 1981 à 1983 ou encore de la politique suédoise actuelle. Chaque modèle dispose de ses avantages et de ses inconvénients. Le système économique capitaliste est souvent vu comme un système économique où les acteurs privés possèdent et contrôlent des biens conformément à leurs intérêts. L'offre et la demande fixent librement les prix sur les marchés de la meilleure manière qui soit pour la société. Ce système repose sur les 6 piliers suivants. La propriété privée, qui permet aux individus de posséder des biens matériels et immatériels. L'intérêt personnel, qui pousse les individus à agir selon leur propre avantage, insensible à la pression sociopolitique. La concurrence, qui en laissant les entreprises libres de pénétrer et de quitter le marché, maximise la prospérité sociale. Un mécanisme de marché qui détermine les prix d'une façon décentralisée par les interactions entre acheteurs et vendeurs, la liberté de choix en matière de consommation, de production et d'investissement, le rôle limité des pouvoirs publics qui doivent protéger les droits des citoyens et maintenir un environnement propre à favoriser le bon fonctionnement des marchés. Dans son livre intitulé « Le capitalisme au XXIe siècle », paru en 2013, l'économiste français Thomas Piketty s'appuie sur une large batterie de statistiques et montre que le capitalisme est par nature une machine à fabriquer des inégalités de richesse exponentielle.
L'idée générale est l'explosion des inégalités de revenus, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe, où la progression des inégalités est moins spectaculaire, mais bien réelle. Ensuite, la thèse centrale de l'ouvrage repose sur une loi fondamentale du capitalisme, où c'est le taux de rendement du capital, intérêts, dividendes, royalties, loyers, plus-value financière immobilière, qui façonne la croissance économique, dont dépend la progression des revenus du travail. Concrètement, les revenus des placements augmentent plus vite que les salaires. Il est plus facile d'épargner pour le capitaliste afin de faire grossir son patrimoine que pour le travailleur qui doit s'en constituer un. Ceci correspondrait à une victoire des héritiers sur les travailleurs. Afin de resserrer les inégalités, il propose d'accroître la pression fiscale sur les grandes fortunes et préconise d'instaurer une sorte d'impôt de solidarité sur la fortune au niveau mondial ou au moins au niveau européen pour éviter la concurrence fiscale entre pays et donc l'exil des riches. Depuis une décennie, le monde et plus particulièrement l'Europe fait face à une montée en puissance des mouvements populistes. Cette carte montre l'évolution des scores des partis populistes dans les scrutins nationaux des pays de l'Union européenne. Le Brexit, donc la sortie potentielle de l'Union européenne votée par la Grande-Bretagne, représente la meilleure illustration de la montée de ces mouvements, dont les conséquences sont encore difficiles à évaluer aujourd'hui, mais qui représentent un risque certain pour l'économie. Ceci met en exergue qu'il existe une véritable défiance grandissante vis-à-vis de la mondialisation et du système libéral qui l'accompagne, porté par des raisons multiples, telles que la montée de l'euroscepticisme, la volonté de retrouver la souveraineté du peuple et un protectionnisme économique, ou encore le rejet des élites et des partis politiques. Taxes douanières, aide à l'exportation, remise en cause d'accords de libre-échange, le protectionnisme continue de s'étendre à travers le monde. Comme le montre ce graphique, les États-Unis sont en première ligne depuis l'élection de Donald Trump, mais ce n'est pas un cas isolé. En Europe, l'Allemagne et la Suisse se distinguent. Pourtant, ce sont deux des pays qui ont historiquement bénéficié de l'ouverture du commerce international. Enfin, les pays émergents ne sont pas en reste, comme l'Inde, la Russie ou le Brésil, qui ont multiplié les mesures protectionnistes au cours de ces 4 dernières années. L'industrie agroalimentaire et la métallurgie sont de loin les secteurs les plus ciblés par ces mesures protectionnistes. L'économie contemporaine évolue globalement dans un système libéral porté par la mondialisation et le mouvement capitaliste. Ce mouvement est de plus en plus critiqué car il contribuerait à augmenter les inégalités de revenus avec une croissance des revenus de placement supérieure à la croissance des salaires. De plus, le monde fait actuellement face à une montée en puissance des mouvements populistes et des politiques protectionnistes, qu'il s'agisse d'économies en difficulté ou non, avec une volonté de retrouver une souveraineté populaire. Un courant néolibéral émerge pour contrer cette croissance, prenant en compte davantage les composantes sociales et environnementales. Néanmoins, le Brexit est la première matérialisation concrète de la montée de ces mouvements populistes et sera une illustration véritable des conséquences à l'échelle nationale et mondiale de ce choix d'orientation politique.